Elle traverse, nue, ton poème. Le bonheur navigue dans ta maison. Ses bras sont les paupières de tes nuits. Tu la sais, gorge, au blé de tes origines. Elle traverse, nue, ton poème. La lune argente ton lignage noir. Ses jambes sont les ifs de tes calcaires. Tu la sais, coupe au seuil de tes neiges. Elle traverse, nue, ton poème. Les embruns ombrent ton désir. Ses lèvres sont les joues de tes couchants. Tu la sais, l'aube à la rétine de tes matins. Elle danse, nue, sur ton poème. La cadence déploie ses ramiers. Ses bourgeons s'éclosent dans ses vignes. Tu la sais, une. Tu mûris à son front. Moi, chez moi, dans ma vie poétique, tout s'est enchaîné de manière presque logique quand je regarde en arrière. Si on n'a pas le code d'une écriture, on ne la comprend pas. Mais je trouve que c'est beau, les écritures sont belles. Quand je dessine, les signes sont en réalité des symboles, disons l'esprit, les choses qui viennent de l'intérieur et qui font que l'humain est l'humain partout dans le monde. J'ai eu différentes périodes d'écriture. J'ai commencé à écrire vers l'âge de 16 ans. Et en fait, je n'ai jamais quitté la littérature, et quand elle me tient bien. Le gros souci, c'est de distinguer la poésie et le roman. Il est à peu près naturel d'avoir une correspondance entre l'une et l'autre. À cette époque-là, justement, déjà j'écrivais de la poésie. Je ne rêvais que de poésie quand j'étais adolescente. Et puis des soucis familiaux ont fait que j'ai arrêté. Ensuite, j'ai écrit des nouvelles et puis j'ai de nouveau arrêté. J'essayais de naïvement percer dans la chanson. J'ai même été à Paris faire des cabarets et tout ça. Mais pas grand monde écoutait mes chansons. Mais c'est la poésie qui m'a rencontré, en fait, parce que j'étais un enfant terriblement sensible à tout, et apeuré, solitaire, et la poésie s'est mise en moi naturellement. Donc j'ai griffonné sur des bouts de papier, puis j'ai essayé de donner une structure à tout ça. Et puis j'ai eu 18 ans comme tout le monde, et puis je me suis dit, mais si c'est comme ça, ben, je vais peut-être publier un recueil de poèmes. Et puis ce recueil de poèmes a été lu par quelques personnes qui ont trouvé cela intéressant, qui m'ont encouragé. Puis après, j'ai essayé de trouver une structure en Belgique qui permettrait la diffusion de poèmes. Il y a 35 ans, j'ai rencontré une femme, Huguette Bastin, présidente d'un cercle de poésie qui s'appelle le Cercle littéraire européen. Moi, à l'époque, au début, je n'écrivais pas. Et puis un jour, j'ai eu un petit souci de cœur et j'ai commencé à écrire de la poésie et je me suis inscrite chez elle. Et j'ai écrit de plus en plus de poèmes et elle m'a dit, mais écoute, chez nous, on ne se rencontre que quelques fois par an, je vais t'envoyer chez quelqu'un d'autre. À partir du moment où je fréquentais l'Imège Notre-Dame qui était près de la Grand Place, Madame Galland, qui était la propriétaire à la fois de l'Imège Notre-Dame et de la Fleur en papier doré, savait que je cherchais un atelier. Elle m'a dit, Mireille, toi qui es quand même intéressée par la littérature, je te conseille d'aller écouter Jeanne Tony au Grenier aux chansons. Donc je me suis rendue au Grenier aux chansons pour voir quelle était la faune du jour. Nous parlions de toutes sortes de choses, grandioses et magnifiques, et profondément dramatiques. Et nous étions vraiment excités. Et une grande flamme brûlait dans nos yeux, et nous étions là, debout devant un vieux butane rouillé qui ronflait en grinçant. Caché au creux d'une bicoque titubante, penchée sur l'impasse horrible et triste ouverte sur la nuit. Et dehors, les gens passaient, les gens couraient en claquant les talons, les gens criaient ou se taisaient et se croisaient vite, en tout cas.
Les nuages pleuraient, les lampadaires des bris de lune coulaient béants, ventouses glacées, des tentacules d'encre de la mort s'infiltrant lente, et nous étions là, parlant d'étoiles et de dieux bienfaisants, de poésie et de rêves absurdes, de musique et de métaphysique. Nous parlions du sourire bouddhique vu sur les montagnes de la terre et de nos visions bleues, dans les fumées de nos vies de clochards illuminés. Nous étions très haut et très loin. Et de toute façon, rien ne peut nous arrêter, puisque la pente est là, qui se jette vers le ciel. Et l'ascension continue, quand la montagne cesse de monter. Je suis arrivé à Bruxelles, à la rue de l'Étuve, je me souviens encore du restaurant, petite salle de spectacle, en 62. Et on présentait la revue Le Cyclope. Mons Borinage venait présenter donc les jeunes auteurs et j'étais un des lecteurs. Jeanne Tony était dans la salle et tout de suite, directement après, il y a eu comme un flash, elle est venue. Ah non, je veux que tu viennes avec moi. Mais j'habitais toujours le Borinage et j'ai dû attendre en 63. Et là, elle m'accueillit bien sûr bras ouverts, et pour le grenier aux chansons, et j'y suis resté jusqu'en 81. Je suis monté pour la première fois dans ce grenier aux chansons, à l'époque, hein, rue du Marché aux Pots, près de la Grand Place, à Bruxelles, en 1976. J'avais 22 ans à l'époque, et c'était entrer dans un monde tout à fait différent. D'abord, la rue du Marché aux Pots, c'était une petite impasse comme ça, qu'il fallait trouver, assez obscure. Et puis on montait un escalier croulant comme ça, et puis on arrivait dans une petite pièce où nous étions très nombreux, les uns sur les autres. Alors j'étais émerveillé parce que dans les années 70, il y avait beaucoup de chanteurs, beaucoup de poètes, et c'est peut-être la première fois que nous avons eu en Belgique un cabaret littéraire et un cabaret aux chansons. C'était quand même the place to be à l'époque. Donc Jeanne était déjà bien connue. J'ai rencontré toutes les personnes qui avaient moyen de rencontrer à ce moment-là, tant en poésie, en littérature, qu'en chanson et en musique. Pas mal d'académiciens finalement, également des gens du milieu de la critique d'art. Tous ces gens se présentaient régulièrement, venaient écouter, voir ce qui se passait chez Jeanne. Et donc voilà, je me suis intégrée à ce milieu qui était à la fois littéraire et artistique. À cette époque, il était facile de rencontrer des gens de mon âge, des aînés, même déjà des cadets. Et c'est Jeanne Tony qui accueillait tout le monde avec une générosité qui encourageait vraiment tous ceux qui passaient par là. C'est elle, en grande partie, qui m'a donné le courage pour poursuivre un chemin bien difficile. Prendre dans ses bras un ours en peluche et lui dire « Même la reine des glaces fondrait pour toi ». Qui était Jeanne Tony? C'était une petite femme très spéciale, mais avec un charisme extraordinaire. Jeanne Tony a été sur beaucoup de scènes bruxelloises et autres. Elle a commencé d'ailleurs, elle me racontait, dans un film avec Fernand Gravet. Elle avait 3-4 ans et on la prenait pour faire surtout des petits rôles de garçons. C'était très drôle. Elle a travaillé au théâtre de l'Alhambra, au théâtre Le Vaudeville, les Galeries, le Parc, le Théâtre National également. Elle était multiple. Parce que non seulement elle jouait la comédie, mais aussi elle chantait. Et aussi elle racontait des blagues. C'était une humoriste. Et cette personne, Jeanne Tony, avait une empathie que je n'ai vue chez personne. Parce qu'enfin, les gens qui sont devenus célèbres par après, qui étaient jeunes poètes comme moi à l'époque, eh bien, elle les faisait venir comme ses enfants. Et tout ça créait une atmosphère, une ambiance, des contents. Et tout ça formait une troupe de gens qui écrivent. Un souvenir de Jeanne. C'était tout de suite le mot gentil, c'était l'accueil. Elle était positive.
Et surtout qu'elle aimait les jeunes et elle voulait qu'ils arrivent chaque fois, que ce soit dans le domaine de la poésie ou dans le domaine de la chanson ou de la musique. J'ai commencé à fréquenter le grenier aux chansons, d'abord avec ma guitare. J'écrivais aussi de la poésie et Jeanne m'a beaucoup encouragé à continuer sur la voie de la poésie. Et donc je venais régulièrement, j'écoutais les uns, j'écoutais les autres. Je montais parfois sur la petite scène, là, à côté du vieux butane rouillé qui ronflait en grinçant, et je disais des textes. Et effectivement, c'était une femme extrêmement bienveillante, extrêmement accueillante. Elle pointait les défauts. Quand on disait des poèmes, ou moi dans mon cas, des chansons qui ne tenaient pas la route, eh bien, elle ne craignait pas de le dire. Mais elle le disait toujours avec amitié, avec bienveillance, et dans le but de nous faire progresser, quoi. De nous faire sentir davantage l'énergie poétique profonde. Il y eut des soirs triomphants, chuchotements dans les jardins fermés de grilles, bouche profonde, mains neuves, et sous la peau, du sang brûlant malgré le gel. Il y eut des rendez-vous manqués, des lettres clandestines, des amitiés complices, et ce soleil qui dévorait la nuit. Il y eut musique en salle obscure, voyage au travers des livres, des chemins haletants 100 fois parcourus, d'épaisseur verte d'un été, des corps de terre et d'herbe, cet éclat partagé, les promesses tenues, joie fertile pour jalon, en poche de limon, la récolte sommeil. S'enracine ma voix, s'implante une race autonome bientôt. Voici le temps d'une maison de pierre, greffée entre frênes et pis, bâtie pour affronter les pluies d'ouest, pour abriter des rires et des cris, et lue à l'heure des saveurs de juin, taillée à la mesure de mes hanches. Voici le temps du présent victorieux. Le rire, je me souviens qu'un jour, elle me dit « J'ai quelqu'un ici qui va présenter Paul Claudel », parce que Paul Claudel avait été ambassadeur de France en Belgique, et on va le présenter, je ne sais plus quel anniversaire, et c'était au temps de Pâques. Alors elle me dit « Écoute, pourquoi tu n'en donnerais pas les 14 stations du chemin de la Croix, je lis dans ce petit grenier, etc. Oui, pourquoi pas. Et j'avais à ce moment-là Colin Guimau qui m'accompagnait à la guitare. Donc on est là, et le monsieur qui devait présenter Paul Claudel, mais succinctement, eh ben, ça durait. C'était épouvantable, tellement c'était long. Et enfin, il dit, mais je vais passer maintenant la parole à Alain Mignot, et pour la musique avec Colin Guimau. Et le chemin de croix de Paul Claudel commence par « C'est fini, nous avons jugé Dieu et nous l'avons condamné à mort ». Et les gens étaient là, pleins, craqués, un peu nerveux, parce que la conférence était longue, il parlait du vers claudélien, bon, et les gens étaient venus aussi pour le spectacle. Donc voilà, et je commence, c'est fini. Et les gens commencent à applaudir. Donc on ne savait pas si on devait rire ou pleurer, mais c'était terrible. Elle est sortie d'ailleurs tellement elle ne savait plus où se mettre. Je me souviens de ces 18 chats au Square Ambiorix. Elle avait un appartement au Square Ambiorix, elle était environnée de chats. Je me souviens qu'on avait répété un long poème que j'avais écrit à l'époque, qui faisait 18 pages, et il y avait 3 lecteurs, dont Jeanne. Une colère maintenant. Eh bien, on était en train de présenter des auteurs, et voilà qu'on entend du bruit. C'était des voyous qui passaient dans la rue, marchaient au pot, et qui avaient une petite exposition de tableaux en bas, dans le petit hall, et qui avaient tout saccagé, tout ça. Là, c'était la colère, mais
Elle et moi aussi, tout le monde. Mais ils étaient partis. Elle pleurait. Ça, c'est la colère, la colère, la colère, la colère. Oh, la colère, jamais. C'était impossible d'être en colère au Grenier aux chansons. Des éclats de rire, il n'y avait que ça. Ne fût-ce que par la société des poètes qui se présentaient. En fait, les gens plus âgés aimaient beaucoup qu'il y ait des jeunes poètes parmi nous. Hein. Les gens étaient heureux de se trouver au grenier, et ce bonheur se répercutait chez l'un, chez l'autre. C'est difficile de reparler de l'atmosphère. Vous savez, quelque chose de magique s'est créé. Et là, vraiment, elle a créé quelque chose d'inouï. Les Français se déplaçaient parfois au Grenier aux chansons pour fréquenter cet endroit à côté de la gare. C'était tout de même exceptionnel, vous voyez. Alors, des colères, certainement pas, certainement jamais. C'était beaucoup d'émotions. C'était un groupe humain qui se réunissait comme ça autour de ce butane qui était notre foyer, en quelque sorte, hein, dans ce grenier qui était un nid dans les arbres. Nous étions réunis par l'émotion, quoi. Et une profonde tendresse humaine et exigence d'atteindre quelque chose de beau. On a tailladé mes tendres vergers. On a bousculé mes mains de graines et de pistils. Il ne reste rien de mes champs gourmands, de mes belles graminées. Ah, mes semailles, mes arbres saignés, mes vignes. Parviendrai-je encore au cri avec ce terrible poids de branches et tous ces nids tombés, déjà la mort me tend son voile, descend le fil, traverse la toile, arrive à l'âme. J'entends battre dans mon sang de sourds tambours de seigle. Ah, que se lève encore dans ma nuit nègre une heure seulement de blé des Flandres. Et puis, le vent. Disons que comme peintre, un jour, Jeanne m'a dit « Je te vois tout le temps au Grenier aux chansons, j'aimerais quand même bien voir ce que tu fais. » Donc j'ai dit bah, « Écoute Jeanne, je te donne rendez-vous à la Fleur en papier doré où j'ai mon atelier au premier étage. Viens voir et puis on verra bien. » Donc Jeanne arrive effectivement un jour, elle monte l'escalier en colimaçon, elle arrive. Je lui dis « Mais assieds-toi sur le tabouret. » J'ai donc fait un portrait au fusain de Jeanne Tony. Quand je regardais les gens, je voyais souvent les couleurs qui allaient le mieux avec leur corps et ce qui disait l'état dans lequel ils se trouvaient. Donc je me dis, c'est curieux, j'ai des verts de vessie, des magentas. Ce n'était pas vraiment ce que j'appelais des couleurs flamboyantes, gaies, tout ça. Je dis, ce n'est rien. Jeanne, tu reviens dans 3 semaines. D'ici là, je sais quelle couleur je vais faire à partir du portrait que je vais faire. Tu reviendras dans 3 semaines et je te remettrai le tableau. Donc 3 semaines plus tard, Jeanne était décédée. Donc les couleurs que je voyais étaient des couleurs de fin de vie, des couleurs de marais, de descente dans les eaux profondes de la fin de vie. Et j'étais tellement sonnée à ce moment-là, je me disais c'est pas possible que les couleurs donnent une idée de ce qu'est l'être humain, s'il a de l'énergie ou s'il n'en a plus. Et j'ai arrêté le portrait très peu de temps après parce que je me rendais compte que j'entrais quand même à l'intérieur de l'intimité de l'être finalement. En écoutant Chopin, novembre, il pleut sur Bruxelles et peut-être sur Varsovie. Je pense à toi en écoutant Chopin. Il est des gens trop malheureux pour être tristes. Je bois du thé mélanésien dans une tasse de Chine et la polonaise arpente ma chambre d'un pied feutré de neige. Je pense à toi
en écoutant la pluie qui vient d'Écosse ou de Norvège. Et puis Chopin. La musique fait grelotter la porcelaine. Le parfum blond du breuvage entretient ma mélancolie cosmopolite. Il est des gens qui rêvent trop pour avoir en plus droit aux larmes. Sous l'abat-jour, j'allume une île. Quel temps fait-il, Gauguin, à Tahiti? Il pleut toujours sur Bruxelles et peut-être sur Varsovie. Je pense à toi, en écoutant Chopin. Il est des gens que l'absence n'a jamais privé d'amour. À partir de là, nous avons eu une première réunion avec les amis. On se disait on ne peut pas laisser ce que Jeanne avait créé, on ne pouvait pas l'abandonner. Il y a eu une réunion avec des gens de TV, de journaux, de périodiques, des critiques d'art, des littéraires, des poètes. Et tous ces gens se sont dit il faut qu'on fasse une association d'amis de Jeanne Tony. Et on a dit on fait des statues. On a créé le grenier Jeanne Tony à la fleur en papier doré. On a commencé avec les littéraires. On n'est jamais arrivé à dissocier le grenier de Jeanne Tony. Quand le grenier Jeanne Tony est né, c'est évidemment plus qu'amical, plus que sympathique, puisque ce sont les amis de Jeanne qui, au départ, ont répercuté l'atmosphère du grenier aux chansons. Mais c'était la même trajectoire, la mise en service de lecteurs, de présentateurs autour de la poésie, c'est sûr. Mais évidemment, on se rend compte combien Jeanne Tony elle-même occupait ce lieu et était finalement détentrice de l'atmosphère incomparable qu'il y avait avant. Par la suite, j'ai continué à fréquenter le grenier Jeanne Tony, donc à l'époque d'Émile Kesteman, de Mireille, et puis plus tard d'Isabelle Bieleski et Piet Linken. Je me suis donc retrouvée bombardée comme première secrétaire générale du grenier Jeanne Tony, avec Émile Kesteman comme président. Dès le début janvier 82, on commençait déjà les séances littéraires à la fleur en papier doré. La fleur en papier doré, c'est petit, hein. Il y avait des séances de poésie et il y avait des grandes séances. Les grandes séances, il y avait trop de monde, on ne s'en sortait pas. À l'époque, je dois dire que c'était assez affolant. Ça a duré, je vais dire, à la fleur en papier jusqu'en 84. Alors, à partir de là, il y a eu le problème de la rénovation. On a fermé, c'est comme ça que le grenier Jeanne Tony a déménagé aux Havel d'abord. Huguette Basta, qui est devenue une amie, elle m'a donné les coordonnées d'Émile Kesteman à l'AEB. Je lui ai téléphoné et il m'a répondu, parce qu'il était très sévère dans le choix de ses ouailles. Mon Dieu, vous m'envoyez 3 de vos poèmes et je vous tiendrai au courant. Et donc, il m'a contacté et il m'a invité de rejoindre le grenier Jeanne Tony aux Havel. C'est très chic comme endroit, ça m'a fortement impressionnée et je suis arrivée donc au grenier Jeanne Tony où je dois dire j'ai eu l'impression de rentrer dans une nouvelle famille. J'ai rencontré Émile Kesteman, j'ai rencontré Jean Dumortier et tous les gens du grenier. Moi j'y suis arrivée très intimidée, comme tout le monde, le cœur battant en arrivant comme maintenant. Mais je lisais mes poèmes et je recevais un très bel accueil, des encouragements. Et donc on rentrait trempé comme une soupe à sa place, heureux du devoir accompli, quoi. L'événement le plus intéressant qu'il y avait aux Havel, c'était le repas qu'on prenait tous ensemble à la fin des lectures des poèmes. Il y avait Émile Kesteman qui était au milieu et nous écoutions très religieusement ce que racontait Émile parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter et il était très intéressant. Et donc il y avait cette ambiance un petit peu mystique, un petit peu mystérieuse de la grande table du Havel. Par la suite, le Havel a été quitté et nous nous sommes retrouvés au Sirtaki. Et le Sirtaki est resté le lieu qu'il était à l'époque, c'est-à-dire beaucoup trop sombre. Les tables étaient petites, et donc cette messe entre nous tous à partager le même repas ou des plats différents, peu importe,
avait disparu. Ce n'était plus la même ambiance, malheureusement. Et puis on s'est retrouvés à plusieurs endroits différents parce que bon, il fallait trouver des salles pour recevoir les poètes, les écrivains, les peintres. Quand Émile Kesteman a arrêté, disons, sa présidence, il a fallu à ce moment-là retrouver une nouvelle équipe. Il fallait un cœur jeune. Je suis donc allée soutenir la nouvelle équipe. Et donc, à partir du moment où, pour moi, l'équipe était reprise en main par des courageux et des gens qui avaient de bonnes idées, j'ai trouvé ça formidable. Et donc, moi, je pouvais lever le pied. Et Piet Lincken, lui, a essayé de créer des événements qui sortaient le grenier Jeanne-Denis des murs pour donner une autre dynamique. Ben, puisque je suis toujours là aujourd'hui, c'est que je continue, grâce à Baba Haïdara. Et donc c'est une longue histoire, quand même, finalement, le grenier aux chansons devenu grenier Jeanne-Denis. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même, et me comprend. Que peut-on écrire de plus, de mieux, de plus émouvant? Ayant été pendant 7 ans secrétaire général, j'ai été responsable de la frappe, donc de la mise sur ordinateur de tous les textes qui nous étaient remis à la fin des réunions. Mais je voudrais mettre l'accent sur le nombre de poètes que nous avons tous connus, tous les gens du grenier Jeanne-Denis, et après leur mort sont tombés dans l'oubli. Et c'est quelque chose auquel je pense et qui me chagrine. Le poète est un visionnaire. C'est pas pour rien que j'aime les poètes et les écrivains, c'est parce que finalement, ils ont ce qu'est l'humanité, c'est-à-dire ils essayent d'exprimer la profondeur de notre existence, et c'est ça qui compte. Tout ce que j'ai vécu au grenier aux chansons est un souvenir particulier. C'est un ensemble. Rien ne ressort à ma mémoire pour l'instant, mais c'est une ambiance générale, et cette aventure-là a énormément compté dans ma vie. Et fort heureusement que le grenier a existé. Ça m'a fait très plaisir que Jeanne-Denis soit le nom de cette association. Mais je veux dire, on n'est pas dans l'attitude d'un cabaret comme il y avait avant. C'est autre chose. Mais simplement, on est dans l'attitude du respect par rapport à celle qui a initié presque la poésie à un moment donné de notre histoire littéraire. Jeanne-Denis, que j'ai eu la chance de connaître, et m'a vraiment protégé. Extraordinaire, c'était un ange. Parce qu'elle mélangeait tous les jeunes en première partie et après les aînés en deuxième partie. Et elle les poussait vraiment à fond. Elle avait toujours des mots gentils. Attention, elle était très sévère. Elle avait beaucoup de rigueur. Mais c'était un plaisir de travailler avec elle. Un plaisir.